Salut à tous. Backseat, c'est le talk show d'actualité politique sur Internet. Si tu veux soutenir l'émission, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans les descriptions pour faire un don du montant que tu veux ou alors pour faire un don mensuel. Cette semaine, l'actualité, la nomination du nouveau Premier ministre, faudra attendre demain matin. On l'a appris en début d'émission dans un communiqué de presse envoyé à l'AFP. La nomination du nouveau Premier ministre sera demain matin. On passe donc en backseat spécial. On va faire toute la nuit blanche jusqu'à demain matin la nomination pour analyser. Non, je déconne. C'est faux. Question que je vous pose, à quoi joue Macron ? Pourquoi est-ce qu'on attend ? Est-ce que c'est une volonté d'Emmanuel Macron ? Est-ce que ça lui est imposé par des négociations difficiles ? Quels sont les ragots, comme me disent mes sources ? Et puis la merde, mes sources, j'ai pas de sources. C'est pas vrai, je vais pas faire moi, à mon j'ai pas de avis, sources. il y a quelqu'un qui a plus de batterie, tu sais. Non, j'en sais rien, mais je vous pose la question parce que on est au cours d'une séquence particulière de l'actualité politique, puisque depuis le début de cette semaine, à l'hôtel de l'Élysée, sont réunies par le président de la République diverses forces politiques pour négocier soit une coalition gouvernementale à laquelle personne ne croit, soit un accord de non-censure. On va revenir sur cette notion. Qu'est-ce que vous en pensez là ? On trime. L'Élysée a annoncé il y a 2 jours, bon écoutez, ce sera dans les 48 heures qui viennent, on n'a pas le temps, les Français attendent, on y va. Et là, on apprend que ce sera demain matin. Moi, je pense qu'Emmanuel Macron, comme c'était le cas avec Michel Barnier, il est niqué par des négociations qui vont plus vite que ce qu'il veut, que ce qu'il pense. Parce qu'il n'a pas totalement la main. Je pense qu'il faut faire un rappel des faits. Ah. Comment on en est arrivé là ? Vas-y. C'est-à-dire 2022, Macron se fait réélire avec le système de la 5e République, avec le 2e tour face à Le Pen, voilà. Lui, il se dit que ça lui donne un mandat, il avait promis une réforme des retraites, on va se la prendre dans la gueule. Il n'a pas l'Assemblée pour la faire. Non, il se mouille très peu dans l'élection législative, Voilà. Et effectivement, il a Derrière, 245 députés. Il a une minorité présidentielle, une majorité relative, c'est-à-dire que l'Assemblée n'a rien à voir avec ce qu'il avait avant, et il se dit tant pis, on force, on y va, 49-3, on fait quand même la réforme des retraites, tout le monde dans la rue, machin. Donc évidemment, ça vexe un peu les gens. Et il faut préciser qu'à l'époque, les Républicains ne font pas un accord de non-censure, mais annoncent qu'ils n'ont pas l'intention de censurer le gouvernement pour ne pas rajouter du chaos au chaos. Donc ils peuvent compter sur l'appui d'un autre groupe qui ne participe pas au gouvernement, mais qui accepte de ne pas censurer. C'est pas passé loin au moment du 49.3 retraite, je vous le rappelle quand même. 8 voix près, il y a quand même la moitié du groupe LR qui a censuré. Donc voilà, ça c'était la grande époque, Elisabeth Borne et compagnie, qui nous en a dégainé je ne sais pas combien. Ensuite, il y a la période Attal, machin, puis surtout, voilà, européenne, il se reprend une branlée, Macron, aux européennes. Monsieur dissout, on lui avait rien demandé, il dissout, il se reprend une pire branlée. Et il dit, et donc là, il est encore plus minoritaire à l'Assemblée, et là, il nous sort Barnier dans une alliance improbable avec LR, qui marche que si le RN soutient. Donc il nous sort déjà un truc tarabiscoté pour dire la gauche a pas gagné. C'est la droite en fait qui va continuer à diriger ce pays. C'est une certaine classe sociale avec un certain programme économique, avec une certaine vision qui doit continuer, qui a un espèce de droit naturel à toujours diriger. Et alors ce gouvernement se pète la gueule parce que mine de rien, tiens, surprise, le RN n'est pas fiable, il a son propre agenda. Et derrière, il est en train de se retourner dans tous les sens parce qu'en fait, il y a une règle, la gauche ne doit pas gouverner. On ne doit pas changer de politique économique. On garde la politique de l'offre, on garde la casse des services publics, on garde le budget austérité, on garde tout ça. La gauche est interdite de gouverner. Et je pense qu'on en reparlera un petit peu plus tard. Il y a eu des choses qui ont été mises en place pour que ça vous paraisse normal. Il y en a plein, je pense, à qui ça paraît normal. Ça n'est pas normal. Et là, ce qui est en train de se passer, ça n'est pas normal. Et que Macron, là, soit encore en train de réfléchir à une autre feinte. Alors, est-ce que ça va être Bayrou ? Est-ce que ça va être je sais pas qui ? Alors, on part sur du Bayrou, apparemment. Bayrou, quoi. Non, mais je sais. Surtout que moi, je ne crois pas à l'hypothèse Bayrou pour une raison quand même assez simple. Je suis désolé, mais François Bayrou, Michel Bayrou, c'est son demi-frère, c'est un copain, c'est du Mich-Mich. François Bayrou, il a quand même 40 ans d'histoire politique dans les pattes et il a l'occasion de s'être embrouillé méchamment avec les Républicains et les socialistes. Oui, Sarkozy peut pas l'encadrer, par exemple. Lui ne peut pas encadrer Nicolas Sarkozy. François Bayrou, l'identité de François Bayrou, c'est l'indépendance du centre et c'est le refus de soutenir Nicolas Sarkozy au second tour face à Ségolène Royal. Autant vous dire qu'à partir de là, ça a cassé net avec la droite, que l'identité politique de François Bayrou, ça a été le refus de faire ami-ami avec la droite. Donc, François Bayrou n'a pu revenir aux affaires que grâce à son soutien à une fusée passant par là qui s'appelle Emmanuel Macron. Et l'idée que Bayrou revienne Premier ministre aujourd'hui, mais vraiment, je ne vois pas les LR accepter
de jouer à quoi que ce soit avec Bayrou. Il les déteste. D'ailleurs, ça s'est très mal passé dans le gouvernement Barnier qui a duré que 3 mois. Ça a quand même été suffisant pour que ça s'engueule sec entre le MoDem et LR, membres du gouvernement. Et les socialistes, pareil. Je veux dire, François Bayrou n'aime pas les socialistes n'aiment pas François Bayrou. Ils se détestent depuis de très longues dates. Donc, puis au-delà des noms, hein, vraiment, il faut qu'on revienne sur pour quelle politique économique, oui, pour je suis quelle d'accord. politique, quoi. Et si on remonte à une époque pas très très lointaine, François Bayrou et Emmanuel Macron, ils pouvaient plus trop se voir non plus. Hein. Oui, ils sont embrouillés très très fort. Et ouais. Communiqué de presse de Bayrou, etc. Et si tu reprends même ne serait-ce que la dissolution, Bayrou avait dézingué publiquement la dissolution en juin dernier. Je crois que tout le monde. Oui, la à peu près tout le monde. dissolution. Ouais. À peu près tout le monde. Ouais. Mais je vois ce que. Non, mais tu as raison. Tu as parfaitement raison. Pareil. Alors, puisqu'on en est justement dans ceux dans lesquels vraiment j'essaye, hein, mais j'arrive pas à y croire. Bernard Cazeneuve. Homme respectable au demeurant, il n'y a pas de souci. Le truc, c'est que Bernard Cazeneuve, lui aussi, a quitté le Parti Socialiste en 2022 en claquant la porte, en refusant la NUPES et en refusant encore plus le nouveau Front Populaire. Bernard Cazeneuve fait partie de ceux qui considèrent que le Parti Socialiste s'est perdu dans la roue du méchant Jean-Luc Mélenchon, etc. Alors, l'idée qu'un PS dirigé par Olivier Faure accepte de soutenir un gouvernement dirigé par Bernard Cazeneuve qui déteste Olivier Faure, ça, faut vraiment y aller. Par ailleurs, les écologistes, pareil, parlons-en, les écologistes, ils ont aussi une dent contre Bernard Cazeneuve, puisque c'est lui, quand il était ministre de l'Intérieur, qui est responsable de la mort de Rémi Fraisse, un militant écologiste qui militait contre la construction du barrage de Sivins. Et pour lequel il n'a pas eu un mot. Et ça a été très très dur à l'époque, avec Cécile Duflot à l'Assemblée qui a fait une minute de silence, etc. Enfin, ça a été très très dur, il y a eu un moment très fort. Alors, Bernard Cazeneuve a gagné des marques de respectabilité parce qu'il était le ministre de l'Intérieur au moment des attentats de 2015. Mais bon, il a aussi été le ministre de l'Intérieur qui a autorisé l'utilisation d'une arme à feu pour refus d'obtempérer d'un contrôle de circulation. Comment vous dire que la gauche l'aime pas Voilà, qu'est-ce que je vous dise C'est-à-dire que oui, son nom est beaucoup revenu au moment de la mort de Naël parce que cette situation aurait peut-être moins été possible s'il n'y avait pas une loi Cazeneuve. Voilà. Bon. Donc voilà. Après, mais le problème, c'est qu'on peut continuer le jeu comme ça longtemps, à cocher des cases, à barrer des noms comme ça en disant ça me paraît impossible, ça me paraît impossible. On a vu en plus que le ton était monté de la part des partenaires de la discussion, puisque Olivier Faure est monté d'un ton en disant c'est pas compliqué, nous c'est le Premier ministre, il est pas de gauche, on soutient pas. Voilà, on va pas arrêter, on va pas commencer à discuter qu'est-ce que vous pensez de machin et trucs. Je veux que des gens de gauche. On va pouvoir discuter de ce que c'est que la gauche. Parce que voilà, c'est ça. on va en discuter évidemment. Peut-être que tout le monde n'a pas la même notion qu'Olivier Faure de ce que c'est que la gauche. On te confirme. Non mais voilà. Et les écologistes, absolument pareil. Les écologistes, on en parlera avec notre invité politique dans la deuxième partie de cette émission, Marine Tondelier. Les écologistes, ils sont sortis des négos en disant en l'état actuel, on signe pas. Voilà, c'est pas compliqué, on n'est pas d'accord. Et d'ailleurs, avant de te donner la parole, je vais préciser de quoi on est en train de parler, parce que vous avez entendu dans les médias parler d'un accord de non-censure. C'est quoi un accord ? Ça n'a jamais existé en France. Hein. Un accord de non-censure, ça n'existe pas. Ce qu'on connaît en France, c'est une coalition gouvernementale. Une coalition gouvernementale, plusieurs groupes, plus ou moins amis, c'est pas le sujet, se mettent ensemble pour gouverner, se répartissent les postes au sein du gouvernement pour gouverner ensemble, se mettent d'accord sur une politique qu'ils vont mener ensemble, et advienne que pourra, on est ensemble dans le gouvernement. Et évidemment, les groupes politiques soutiennent la politique, votent la confiance, ne votent pas la censure, évidemment, et votent les lois. C'est un peu ça le principe d'une coalition. À l'extrême inverse, on a eu ce qu'on a connu et qu'a rappelé Usul avec Michel Barnier, Gabriel Attal et Elisabeth Borne, qui était non pas un accord de non-censure, mais un groupe qui décide tout seul comme un grand de dire nous, on ne censurera pas. On ne veut pas participer, on n'est pas copains, on ne soutient pas. Mais on ne censurera pas pour autant. Ça a été le cas avec effectivement les Républicains et Elisabeth Borne et Gabriel Attal, et plus récemment le Rassemblement National avec Michel Barnier. Bon, on a vu ce que ça donne. Hein. Ça tient pas plus de 3 mois, en fait. Il suffit que le groupe qui a décidé de ne pas censurer décide de censurer pour que tout se casse la gueule. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le volte-face surprise de Marine Le Pen, qui est revenue sur sa parole et qui a censuré Michel Barnier. Donc, voilà pourquoi on parle d'accord de non-censure. L'idée étant de dire, on vous demande pas de soutenir, on vous demande pas non plus de participer au gouvernement. Mais on vous demande de signer sur le fait que vous vous engagez à ne pas censurer. Ce qui est un peu le truc un peu idéal qu'on peut imaginer dans la situation dans laquelle on est. Moi, j'arrive pas à y croire que ce truc-là existe. Hein. Je pense que des mots peuvent être donnés, des paroles peuvent être données, mais j'y crois pas. Sur et puis par ailleurs, 48 heures qu'il nous avait dit. Tiens, hein. Oui, 48 heures. Non, mais voilà. Ça n'empêche pas le blocage politique. Et ça n'empêche absolument pas le blocage politique. D'autant que j'ai entendu aussi la gauche dire un truc très drôle en disant nous demandons au gouvernement, quel qu'il soit, de s'engager à ne pas utiliser le 49.3. Mais c'est pas drôle, c'est malin, ça.
Oui, mais alors bon courage, parce Oui, que mais ça ça veut veut dire dire que le que gouvernement les- s'engage à avoir 289 voix pour voter ses textes. Bah voilà, c'est ça. Mais non, c'est logique, enfin, de dire justement, ça c'est que la gauche en tête. C'est s'il y a un premier ministre de gauche et que vous nommez le NFP, parce que quand même merde, au bout d'un moment on a le droit, c'est quand même un peu notre tour. On s'engage à ne pas brutaliser l'Assemblée comme vous l'avez fait vous. Et nous, Ah, on tu est vois ça dans ce sens-là. Mais c'est dans ce sens-là. La D'accord, demande ok. est parfaitement légitime. C'est juste que de toute façon, je veux dire concrètement, Malek, Non, excuse-moi, mais le travail parlementaire sera à l'arrêt quoi qu'il en soit, puisqu'effectivement, il n'y aura pas de majorité pour voter un certain nombre de textes. Si, il y aura peut-être Sauf des trucs. quelques. Oui, alors quelques trucs. Rétablissement de l'impôt sur la fortune, c'est Quelques faisable. trucs, Il y a- quelques tu peux trucs, tu trouver vois, des gens mais, au modem qui. Typiquement, sur un budget, je vois pas comment ça passe. Malek. La vraie position des chefs à plume du NFP, c'est de dire nous, on s'engage à ne pas utiliser de 49.3 et sous-entendez, chiche, vous aussi, tu vois. Nous, nommez-nous, parce que nous, on va pas brutaliser, nous, on va vraiment respecter le Parlement, on va faire un vrai travail parlementaire, on va chercher des majorités texte par texte. J'y crois pas. Et vous, alors, chiche. Moi, je pense que Cazeneuve, il est absolument pas intéressé par la mission. Je te le dis. Parce que quoi qu'il advienne, d'un Oui, je suis côté d'accord, comme je de suis l'autre, pour lui, il y a pas de. Qu'il soit ministre d'un François Bayrou, je pense que ça peut le hyper. Mais être Premier ministre, je pense que ça ne lui dit pas. Il Et va là, planter un arbre. Un autre. Par contre, ce soir, le fait qu'on n'ait pas de nom, t'as deux trucs. Ou alors il y a blocage, donc il y a un potentiel nom qu'il a en tête, qu'il a envie de nommer, mais en réalité, il se rend compte que ça va exploser en plein vol. Ou alors, et je suis peut-être très naïf, mais il est en train de se dire et si je donnais les clés au NFP et après démerdez-vous. Et si vous Arrête. sautez, vous sautez. Arrête. Non, j'y crois pas. Moi, je voulais quand même Je suis qu'on peut-être revienne naïf, hein. sur. On verra. Léa. Tu parlais tout à l'heure d'accords de non-censure, etc. On est quand même dans un cas de figure de l'interprétation de notre Constitution qui est quand même assez intéressante depuis 1958 et assez inédite. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui font référence à un régime parlementaire en disant qu'enfin, la Ve République, et donc on interprète la Constitution qui a un côté à la fois présidentiel et parlementaire comme étant un véritable régime parlementaire. Sauf qu'en réalité, c'est quand même la seule, dans ce cas-là, un des seuls régimes parlementaires au monde où on a un gouvernement qui est nommé sur la base de personnalité et sur la base de leur sensibilité politique, sur aucune base programmatique. Parce que normalement, dans les véritables démocraties parlementaires et régimes parlementaires, ce qui se passe, c'est que avant même qu'il y ait un gouvernement qui soit réellement formé, ces gens-là, les partis s'accordent sur un programme commun. Et en fait, je ne vois pas comment cette méthode, qui est quand même assez inédite et bancale, peut fonctionner. C'est-à-dire que je peux imaginer effectivement qu'un régime parlementaire puisse être mis en place à condition que tous les partis se mettent autour de la table, qu'il y ait une réflexion sur le fond et une réflexion programmatique, et de dire, OK, on s'est tous mis d'accord, on a fait des concessions, moi je t'accorde ça, toi tu prends ça, moi je veux pas ça, machin. Et ensuite, oui, peut-être que cet accord peut être respecté dans les faits. Et peut-être qu'effectivement, le travail parlementaire peut suivre. Mais sans ça, je ne vois pas comment ça peut tenir. En fait, là où je suis d'accord avec toi, c'est que le problème qu'on a, c'est que les discussions ont lieu à l'Élysée. Elles ne devraient pas avoir lieu à l'Élysée. Dans un régime parlementaire, elles ont lieu à Matignon ou à l'Assemblée, voilà, exactement. Ou au siège des partis. Je crois en Allemagne, c'est comme ça que ça se passe, etc. Et ça prend du temps. Et d'ailleurs, ne croyons pas que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. La coalition au pouvoir en Allemagne vient de tomber, je rappelle. Voilà. Mais c'est très fragile. Hein. C'est très Mais fragile. c'est intéressant Ça en termes demande du temps démocratiques. et ça demande aussi une culture, on y reviendra. Je reviens quand même sur l'engagement de la gauche de dire on ne brutalisera pas, comme tu dis, le parlementarisme en n'ayant pas recours au 49.3. Moi, je pense que c'est une connerie de dire ça. Je pense que c'est une erreur de la part de la gauche. On peut mentir aussi. Non mais voilà, non mais c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une histoire de balle dans le pied. S'il y a besoin, il y a besoin. Je rappelle toujours que le nouveau Front Populaire n'a que 200 députés à l'Assemblée nationale. C'est pas assez pour voter des lois. Donc si tu fais un accord, même un accord de non-censure avec les macronistes qui acceptent de pas de censure, etc., ça va quand même être dur dans la négo de réussir à les avoir. Si tu te retrouves dans une situation où il y a que le NFP qui est prêt à voter la loi, on est à 2 jours du vote et les macronistes disent qu'ils sont pas satisfaits, qu'ils sont pas contents, qu'ils veulent renégocier la loi, etc., qu'est-ce que tu fais si t'as plus l'arme du 49.3 ? En fait, la gauche se tire une balle dans le pied en refusant d'utiliser le 49.3. Bon, Je suis pas un fan du 49.3, je dis juste que c'est une arme parfaitement utile pour un gouvernement quel qu'il soit, y compris un gouvernement de gauche. Et ça me ferait chier qu'on fasse pas passer l'ISF sous prétexte que maintenant on s'est engagé à pas faire le 49.3. Et on revient à c'est dommage. l'esprit initial du 49.3 qui est, quand tu le fais, tu le payes d'un vote de censure, d'un vote de motion de censure. Ouais. Donc du coup, en effet, si tu utilises le 49.3, les autres qui avaient fait un accord de non-censure disent vous le rompez, donc on va la voter. Exactement. Tu forces. En fait, tu mets au pied du mur tout le monde. Voilà. Toi-même, mais aussi les mecs d'en face en disant chiche,
Vous étiez engagé à pas nous censurer. Faites une Marine Le Pen. Oui, censurez-nous. Le gros problème, c'est que il n'y a aucun mécanisme dans lequel le président est responsable face au Parlement. Et c'est pour ça qu'aussi il y a quand même une part de la responsabilité qui est déportée du coup sur le gouvernement. Alors qu'en réalité, celui qui est à la manœuvre et qui a un peu les clés de la baraque, là, en ce moment, c'est quand même Emmanuel Macron. Oh, putain, et donc finalement... Pardon ? C'est vrai, oui, c'est vrai. on l'oublie toujours, lui. Non, mais voilà, c'est quand même assez important. Et ça, encore une fois, on ne peut pas définir un régime parlementaire avec une force aussi importante et une part aussi d'irresponsabilité politique, en tout cas, du président de la République. C'est pas possible. C'est parce que, et pour vous le faire très simple, c'est parce que le général de Gaulle avait pensé le rôle du président de la République comme quelqu'un qui est au-dessus de la mêlée, au-dessus du rôle des partis et qui s'occupe pas de ces basses histoires de négociation de quoi que ce soit. Bon, le fait est que ça n'a jamais existé, que le président de la République a toujours été un président de la République gouvernant, sauf cohabitation. Voilà, et qu'en plus, avec le quinquennat, on a renforcé ce truc-là en assumant, en fait, le quinquennat, c'était la fin de l'hypocrisie. Ouais, c'était bon, écoutez, on assume. Il y a un moment, quand le président, il faut qu'il ait une majorité, comme ça il gouverne, qu'il soit de droite, de gauche ou de diagonale, c'est pas le sujet, il faut juste pouvoir gouverner ce pays. Mais au moins, je veux dire, il aurait un peu chamboulé le calendrier par rapport à la dissolution. Ça n'est plus le cas, ça ne sera plus le cas. Sauf si le président prochainement élu en 2027 décide de dissoudre dans la foulée. À mon avis, c'est ce qu'il va faire. Personne n'a envie de garder cette assemblée de merde. Mais ça a quand même, tu vois, cette réforme du quinquennat maintenant et cette volonté de mettre les élections législatives juste derrière l'élection présidentielle, le calendrier est flingué là. Vous avez noté que Macron, il a dit qu'il n'allait pas dissoudre là en juin prochain, pour faire en sorte que les socialistes qui avaient peur pour leur siège s'il y a une nouvelle dissolution ne rompent plus facilement avec le NFP, en tout cas, c'est un des effets du truc. Je suis pas d'accord avec l'analyse qui est de dire que c'est pour faire plaisir aux socialistes. Non, c'est pour emmerder le NFP. Mais énerver le RN aussi. Ah bah le RN, oui, mais de toute façon... Non, mais c'est vrai, qui est-ce qui demande une dissolution à part le RN ? Là, il a dit, c'est bon, le RN allié nul, en fait. Et là, il a discuté avec tout le monde, sauf les extrêmes. Alors, les extrêmes, pour lui, c'est pas Bruno Retailleau, hein, c'est plutôt Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Alors, il l'a invité, il a refusé. Oui, non, mais bien sûr, mais là, bon... Ce qui est bien joué de la part de Macron, faut reconnaître. Il n'y a aucun scénario dans lequel vous voyez ce pays, ce système médiatique, accepter ne serait-ce qu'un ministre insoumis. Un ministre. Vous voyez, il y aurait une bronca. Il y a bien 350 députés qui votent contre, oui. Ça, je te le garantis. Au-delà des députés, c'est la réalité. Pays. Ce qui est quand même hallucinant d'ailleurs, parce que quand même, ça reste la force de gauche principale, quoi. Eh ben oui, mais c'est interdit. C'est interdit les insoumis, c'est interdit. Malek. Il faut pas. Mais c'est un délire, hein, d'ailleurs, même dans le narratif qui est imposé sur le fait que le LFI est d'extrême gauche, etc. De la diabolisation est hallucinante. Et si c'est un purgé? Ça passe peut-être un peu mieux, oui, je pense, oui. Clémentine Autain, ça pourrait passer. Mais encore que ça dépend. En fait, voilà, le truc essentiel, si je peux décrypter 2 secondes, c'est que y a un papier qui était sorti sur, c'était dans Le Monde, non, dans le Nouvel Obs, je crois, qui racontait à quel point Bernard Arnault était intervenu au moment avant la nomination de Barnier pour dire Manu Max, tout sauf la gauche. Vous ne me foutez pas la gauche. On rappelle qui est Bernard Arnault, 3e fortune du monde ou 2e, je ne sais plus. Il a été première pendant quelques temps quand même. Ouais, mais là je crois qu'il a redescendu. Bon. On est sur un des plus gros milliardaires de la planète qui a ses entrées mais partout, que ce soit la mairie de Paris. On l'a vu pendant les JO. On a vu la mallette là qui contenait les médailles et tout, là, machin. C'était Louis Vuitton, c'était LVMH. Et le mec, le pays est à lui dans une certaine mesure. Il y a une bonne partie du PIB, lui, il estime que c'est à lui, c'est grâce à lui. Et on est là, on est censé se courber devant lui et répondre à ses demandes quand on est quelqu'un comme Emmanuel Macron qui croit dans les vertus des grands capitaines d'industrie dont le pays a besoin parce que sinon, si on leur fait peur, ils vont s'en aller, etc. Donc, lui, il a dit pas la gauche. Voilà. Donc, pas la gauche. Il y a une évolution dans les prises de parole de LR. J'ai pas fini mon raisonnement, ceci dit. Mais on reviendra à toi après. Oui, non, mais il va avec le raisonnement. Alors vas-y, continue, Jules. Désolé, Malek. Parce que, par contre, là où, à mon avis, la stratégie des Insoumis, qui est de dire on va forcer Macron à la démission, peut marcher, paradoxalement, grâce à des gens comme Bernard Arnault. C'est-à-dire que l'instabilité perpétuelle, au bout d'un moment, il y en a qui vont en avoir marre, c'est les milieux d'affaires, c'est les marchés financiers, c'est des gens comme Bernard Arnault qui vont peut-être dire à Manu Max, non pas appelle la gauche au pouvoir, mais cette assemblée est ingérable,
tu n'as pas géré, je suis désolé, travail de sagouin, les dissolutions, les machins, tu nous as fait chier. Jusque-là, c'était quand même 7 ans de bons et loyaux services. Hein. Regardez comment les fortunes se sont envolées en 7 ans, regardez le nombre de SDF qui a explosé. Enfin, c'est magnifique travail pour que la richesse passe d'un côté et aille de l'autre. Hein. Jusque-là, c'était nickel, mais là, ça devient le bordel. Manu, tu peux pas rester, je suis désolé, tu nous emmerdes. Donc c'est une stratégie délibérée de la France Insoumise de faire de l'instabilité pour générer le départ de Macron grâce à Bernard Arnault et ses amis et les milieux d'affaires. Je pense que Macron ne partira pas sur la pression de la rue, on l'a vu, les gilets jaunes. Macron ne partira pas sous la pression de la gauche, des présidents de je sais pas quoi. Même il peut perdre les élections, il s'en fout. C'est pas De Gaulle, hein, lui dans sa tête. Lui, c'est un morbac qui va s'accrocher jusqu'au bout. Sauf, je pense que ceux qui peuvent le faire partir, c'est des gens comme Bernard Arnault ou d'autres gens du milieu d'affaires qui, si à un moment le lâchent. C'est-à-dire que c'est des grands journaux qui se mettent à parler mal de lui. BFM TV, si Rodolphe Saadé en a marre aussi, pareil. BFM TV qui se met à lui cracher dessus. Et voilà. Manu, il est en train de jouer ça à ce moment-là. Et il est en train de chercher comment continuer la même politique qui jusque-là fait plaisir à Bernard Arnault, tout en calmant un peu la gauche et je sais pas, ce qui n'est pas possible. Non, parce qu'en réalité, cette politique, elle va pas sauter, même s'il y a rien qui se passe. Tu vois, le seul risque pour que ça saute un peu, c'est si jamais effectivement la gauche arrive au pouvoir. Et encore, enfin, c'est quand même des sauces d'em, hein, tout le groupe. Et s'ils nous refait un Barnier et que le Barnier ressaute dans la foulée. Mais peu importe, les réformes, elles ont déjà eu lieu. Je veux dire, le statu quo plaît suffisamment aux industriels. On va pas jouer à ça pendant 3 ans. Moi, je pense qu'ils sont déjà bien contents et que ça bouge pas plus, ça leur irait. Moi, je pense que le statu quo peut leur convenir. Malek. À mon avis. Il y a une évolution dans les prises de parole d'LR, mais surtout aussi au sein de la Macronie, c'est que au début, c'était on ne veut aucun ministre LFI. Et depuis que Jean-Luc nous a fait sa petite sortie là, de l'été dernier de nous chiche, on est prêt à ne pas être membre du gouvernement si vous appliquez le programme du NFP. Maintenant, c'est on ne veut pas de ministre LFI, mais surtout on ne veut pas de programme du NFP. Bah oui. Donc en fait, on veut bien des socialistes, on veut bien des communistes, on veut bien des écologistes, mais on ne veut pas qu'ils appliquent un programme pour lequel ils ont été élus. Et ça, c'est un peu lunaire. C'est ça. On n'en a pas parlé depuis tout à l'heure, mais il faut qu'on en parle un petit peu, parce qu'il y a une petite rumeur tout à l'heure, dans la journée, qui a été lancée, comme ça, dans les rédactions parisiennes. Comme l'été dernier, quand on avait eu un moment Catherine Vautrin, il y a plein de noms qui sont sortis. Il y a la rumeur pardon, il y a la rumeur Roland Lescure depuis cet après-midi. Ah, la mascotte de Backseat. Roland Lescure qu'on connaît bien ici. Roland Lescure, vice-président de l'Assemblée nationale maintenant. Absolument, ancien président de la Commission des Finances, ancien ministre de l'Industrie. Et donc son nom a été balancé comme ça dans les rédactions parisiennes. Tout de suite, réaction de l'entourage de Bruno Retailleau, disant « Ah non, mais nous, si c'est Roland Lescure, on se barre de suite. » Roland Lescure est un représentant de ce qu'on appelle la gauche de la Macronie. Il est foncièrement antiraciste. Il était venu le dire sur le plateau de Backseat. Revoyez son interview. Effectivement, oui, non, ça c'est... Foncièrement antiraciste. Bon, déjà, juste pas trop raciste, déjà, c'est bien. Lui, en tout cas, lui, il dit qu'il a des valeurs antiracistes. Mais ça, oui. Il serait pas dans un gouvernement avec Retailleau ou avec Darmanin si c'était un antiraciste pour un peu remettre. Il est plus au gouvernement, là. Ah. Bah, il est plus c'est Michel Barnier. Non, mais il l'a été avec Darmanin. Excuse-moi, mais il a cautionné la loi immigration. Voilà. Il a cautionné la réforme des retraites. Non. Je parle pas du fond. Je parle pas du tout du fond. Je dis juste qu'il a pas été dans le gouvernement Barnier, qui était sous la surveillance de l'extrême droite. Il pourra toujours se targuer de ça pour faire chier l'extrême droite. Je suis loin de le défendre, mais un Clément Beaune a porté ses cojones, si je puis parler de la sorte. Roland Lescure, il a fermé sa gueule, il est resté. Oui, c'est vrai. Oui, t'as raison. Donc là, le fait qu'on nous le vende un petit peu comme un mec de l'aile gauche, socialo-écologiste, communisto compatible, ça me fait doucement rire. Voilà. Là, c'est peut-être beaucoup, effectivement, pour les macronistes. Mais pour eux, c'est déjà beaucoup. Mais il y a vraiment l'aile droite qui a dit non, il est pas assez raciste. Là. Non, mais c'est ça, c'est vraiment ça. Oui, bien sûr. Ouais. Exactement, c'est bien ce que je dis. Non, mais t'as parfaitement raison. Et moi, je reviens sur les négociations qui ont lieu actuellement à l'Élysée. Il y a aussi un problème, effectivement, tu l'as dit, Usul, de fond, de politique menée. Et la négociation, elle se fait aussi sur des totems. Par exemple, est-ce qu'on revient sur la réforme des retraites ? C'est un totem pour la gauche. Et les négociateurs du NFP disent attendez, mais nous, si on revient pas dessus, c'est juste pas possible. C'est devenu un symbole, cette réforme du macronisme. Et un symbole de l'unité de la gauche. Et un symbole aussi de l'unité de la gauche. Donc voilà. D'où le fait d'ailleurs que les socialistes ont essayé de proposer une voie de sortie différente en disant bon, visiblement le mot abrogation pour vous c'est tellement horrible à entendre qu'on va vous proposer un autre truc qui consiste à arrêter d'appliquer cette réforme et ouvrir une conférence de financement.
Bon, en vrai, ça veut dire une abrogation. Mais ça portera pas le nom d'abrogation. Ça portera le nom de processus de réflexion qui visera à mettre en œuvre une retraite à 62 ans avec une augmentation progressive de l'âge légal. Voilà. Ça s'appelle la réforme Touraine, donc c'est le retour à l'État avant la réforme des retraites. Donc, il y a ça. Il y a aussi du côté de la droite la réforme de l'immigration promise par Bruno Retailleau, qui était censé arriver dans le premier trimestre, non, au printemps, 2025. Là aussi, il va y avoir un truc sur lequel ils vont négocier jusqu'au bout en disant, mais nous, s'il n'y a pas de réforme de l'immigration, c'est sans nous. Ce gouvernement, on ne veut pas y participer, c'est hors de question. Donc, j'ai l'impression que chacun, c'est une question de ligne rouge, c'est aussi une question de totem et de symbole, quoi. Mais je suis d'accord avec toi sur le fond de la politique publique, la politique qui est menée. Il y a que deux solutions. Il y a que deux. Enfin, non, il y a que deux. C'est-à-dire, soit on continue à casser, soit on commence à réparer, quoi. Les services publics, les inégalités, soit on compte. Et donc, moi, je suis, mine de rien, assez étonné du fait que, on a bien vu que Macron, son but, c'est de casser le NFP, parce qu'en fait, il voudrait pouvoir continuer la même politique, mais en élargissant un petit peu sa base. Et pour l'instant, il dit, oh, on n'a pas réussi à élargir, on n'a pas. Élargir la base, pour lui, ça veut dire voler des gens au PS. Fracturer le NFP en prenant des gens au PS. Sauf que pour l'instant, ça tient. Le PS, alors certes, évidemment, chacun est dans son rôle. Le PS joue les gentils, good cop. Les LFI jouent les bad cop pour dire non, nous, c'est jamais. Mais mine de rien, le PS, moi, jusque-là, je les ai plutôt entendus dire si on vient, c'est Premier ministre de gauche et on fait une politique pour laquelle on a été élu. On va pas aller faire du macronisme. Et le problème de cette proposition, de ce que voudrait Macron, c'est que tous les traîtres du PS, tous les plus droitards du PS ont déjà trahi. Mais oui, en il y fait, a longtemps. Ça. Et je suis complètement d'accord avec toi. Ils sont déjà partis, les Attal, les machins. C'est fini. Là, il est resté des gens au PS qui essaient de repenser le PS autrement. Le post-hollandisme, comment on fait avec Faure qui a récupéré un parti en lambeaux après, qui remonte avec le NFP. Et c'est valable aussi à droite. C'est ça qui est intéressant. Le macronisme a été pensé en 2016, a été victorieux en 2017 sur une promesse de dépassement. C'était la promesse faite par Emmanuel Macron de dire on va faire travailler ensemble des ennemis d'hier qui vont se mettre d'accord sur des solutions utiles pour le pays, et c'est ça le macronisme. Et il y a plein de gens qui ont adhéré à ça. Déjà plein d'électeurs, parce qu'il a quand même remporté l'élection présidentielle, puis les législatives, le bonhomme, mais aussi des responsables politiques. Bruno Le Maire, ancien haut cadre des Républicains, a quitté les Républicains pour rejoindre le macronisme en disant bah chiche, moi je suis prêt à travailler avec des socialistes à qui j'ai fait la guerre pendant tant d'années. Des gens du PS se sont barrés pour rejoindre Emmanuel Macron, etc. Sauf que ça, c'était il y a 7 ans. Jules vient de le dire, ils sont déjà partis. Alors pas tous, pas tous. Il y a des élus locaux. Vous voyez, on parle de des élus locaux. Oui. Et puis il y a des gens pour qui idéologiquement la gauche ne doit pas être trop de gauche, c'est-à-dire doit continuer à être à appliquer ces politiques néolibérales, à être du centre, parce que sinon on ne peut pas se faire élire si on n'est pas recentré. Tu vois, il y en a un, il a fait un bouquin là-dessus, Hollande, il a fait la tournée des médias Bien pour sûr. Dire une vraie gauche, c'est nous la vraie gauche qu'on doit gouverner nous, un petit peu comme Macron est persuadé que son camp c'est lui qui doit gouverner tout le temps. Par nature. Ouais. Voilà, Hollande est persuadé que les centristes de la gauche c'est eux qui doivent gouverner par nature. Il y a des idéologues comme ça. Et Raphaël Glucksmann, par exemple, aussi, qui, lui, pour d'autres ambitions, d'autres intérêts, veut absolument la rupture avec le mélenchonisme. Il y en a plein qui veulent absolument la rupture avec le mélenchonisme. Au PS, il y en a quelques-uns, mais pas tous, quand même. C'est pas l'essentiel. Et pour l'instant, Macron appuie là-dessus, quoi. Appuie là-dessus, c'était l'utilité du nom Cazeneuve. Pourquoi Cazeneuve, ça avait tourné ? Parce que ça permettrait éventuellement de fracturer le PS. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur j'y crois pas un quart de seconde, mais pourquoi pas, ok. Pourquoi pas ? Est-ce que Macron lui aussi joue le congrès du PS ? Est-ce que c'est ça l'enjeu ? Moi je pense, non mais pour pouvoir pas pour faire de la politique, mais je pense que Olivier Faure il l'a gagné son congrès là, c'est bon. Enfin je veux dire, il a toute la gauche du parti qui est avec lui parce qu'il est dans le NFP et il a le reste de la droite qui peut plus l'accuser de pas avoir joué le jeu du dialogue. Il est allé à l'Élysée, il a dialogué. On verra ce qui en ressortira demain matin. On verra si Olivier Faure y va ou il va pas. Et s'il y va pas, on verra ce qu'il advient du PS. Il a joué aussi son congrès PS cette semaine. Ouais. En allant à l'Élysée, parce qu'on parlait semaine dernière de ces 3 blocs qui se dessinent pour le prochain congrès du PS, l'aile droite avec Hélène Geoffroy et compagnie, Macrono compatible, un bloc central qui est en train de se construire avec un Philippe Brun, un Boris Vallaud et Olivier Faure d'un côté. Bon bah là on l'a vu, Boris Vallaud, Olivier Faure, ça parle que d'une même voix, c'est parti ensemble à l'Assemblée, et à l'Élysée, et pour le coup il a réussi à prendre ce bloc central avec lui, et donc à s'assurer à coup sûr la victoire au prochain congrès. Après, encore une fois, ce serait quoi la petite victoire de Macron de faire exploser le PS ?
Ça lui En fait pas, fait, ça assure pas l'avenir. Hein. C'est pas le Ça plaisir. élargit son socle. C'est là où je suis d'accord avec Usul, c'est que le but n'est pas tant de faire exploser le PS pour le plaisir de faire Non, exploser c'est le pour PS. élargir son socle. C'est pour élargir son socle. S'il y a bien un truc qu'a réussi Emmanuel Macron avec sa dissolution, c'est à casser les Républicains. Ça, il l'a fait. Oui. Il a réussi à le faire. Ça faisait 2 ans que Macron se pétait les dents sur les Républicains. Il voulait pas gouverner avec lui. Il lui disait non, parce qu'Éric Ciotti était à la tête des Républicains et que les groupes les Républicains étaient à 50% votaient la censure d'Elisabeth Borne. Au bout de 2 ans, il a fini par dissoudre et il a obtenu un résultat qu'il souhaitait, c'est-à-dire une fracture des Républicains, une partie qui se casse avec Marine Le Pen et qui assume enfin d'être d'extrême droite avec Éric Ciotti et Marine Le Pen, et l'autre sous l'égide de Laurent Wauquiez qui accepte de participer au gouvernement. Macron a obtenu ça, il a réussi à obtenir ça, et ben il rêverait de faire pareil avec le PS. Que tous les méchants trop à gauche, ils aillent avec Jean-Luc Mélenchon une bonne fois pour toutes, et que les autres, ils viennent avec moi. Il veut la mort du NFP, ça c'est assez évident. Oui, quoi. bien sûr, mais évidemment. J'ai l'impression qu'en plus, il n'est pas le seul, et moi ça m'inquiète particulièrement, dans le sens où là, je regardais un peu ce qui se disait sur les plateaux de chaînes d'information en continu, comme on les appelle. À chaque fois, la question, c'est de savoir, est-ce que c'est la mort du NFP ? Est-ce que c'est la mort du NFP ? Est-ce que c'est... Mais... C'est une bonne question en même temps. Non, mais c'est pas une bonne question, non, je suis pas d'accord. Non, c'est parce pas qu'en une fait, bonne c'est question. une question qui revient sans cesse, sans réel fondement, puisque le NFP, jusqu'à présent, n'a absolument pas acté de quelque mort que ce soit. Et en plus de ça, encore une fois, c'est la seule coalition qui a été élue sur un programme commun. Et je veux dire, moi, là où les choses, à mon avis, peuvent tenir encore une fois, c'est parce qu'il y a eu un travail qui a été fait sur le fond, que les partis se sont mis d'accord, qu'il y a eu en plus un travail qui a été quand même qui date en plus de la NUPES, un travail qui est un travail de long terme. Il y a quelque chose de profond dans cette union, qu'on le veuille ou non, et je pense que ça, c'est quand même très important de le souligner. Moi, je pense, par exemple, on parle rarement, parce que c'est quand même important, tu parlais par exemple de l'exemple des LR. Et LR, on dit ce qu'on veut, mais c'est quand même un parti qui est totalement éclaté. Et on l'a vu aussi pour le 49.3 sur la loi retraite. Il y a une partie du parti qui ne savait pas quoi faire, l'autre qui a voté la motion de censure, etc. On ne parle pas aussi suffisamment du manque d'unité au sein du Rassemblement national aussi. C'est-à-dire que dans les médias, on n'en parle pas. Il y a plein de textes sur lesquels ils ne sont pas d'accord. Il y a plein d'éléments. Mais bien sûr que si. Au sein de l'Assemblée nationale, Marine Le Pen, à un certain moment, avait du mal à tenir son groupe sur des questions de société, notamment sur l'IVG et d'autres. Ouais, c'est vrai. Je veux dire, et ça, les médias n'en parlent jamais, comme si finalement la guéguerre était uniquement à gauche, alors que la réalité, c'est que c'est finalement, à mon avis, la force politique, avec toutes les composantes qu'elle englobe, qui est la plus solide aujourd'hui dans notre pays. Alors, et est-ce que tu veux dire, tu veux dire que dans les médias bourgeois, finalement, le NFP inquiète plus la bourgeoisie que le RN ? C'est ça. Oh là là. Tout à fait. Et donc, non, mais elle a complètement raison. Et il y a ce côté performatif auquel ils croient quand ils disent. Exactement. Est-ce que c'est la fin du NFP ? Mais tous les jours. Et parfois même, ils ne prennent même pas. Parfois même, ils ne prennent même pas la précaution de le poser comme une question. Ils disent, alors, aujourd'hui, machin, c'est la fin du NFP. Oui, tout le monde attend que ça, quoi. C'est la fin vous voulez la fin du... On a compris. C'était comme ça pour la NUPES, et c'est à nouveau comme ça. En fait, là... on a compris que c'est eux ce qu'ils souhaitaient, mais vous me ferez pas croire que l'ambiance au sein du NFP en ce moment est à la concorde. Non, mais c'est jamais à la concorde nulle part. Exactement. Bah si, ça l'était au moment du NFP, au moment des élections. Là, je suis désolé. Quand je vois les mots qui ont été échangés par les leaders du NFP les uns envers les autres, me faites pas croire que ça va bien en ce moment. Mais c'est rien, c'est normal, ça. Le groupe vit bien. Et je disais, il y a good cop, bad cop. Tout va bien au NFP alors. Chacun se répartit les rôles. C'est stratégique. Oui. Les divergences, elles sont tactiques. Mais elles sont pas sur le fond. Mais elles sont pas sur le fond. Personne ne s'est désolidarisé du fond. J'ai envie de te dire, même sur l'abrogation réforme des retraites, où certains étaient, les socialistes étaient revenons plutôt à la réforme Touraine et d'autres, revenons directement à l'avant réforme Touraine. En réalité, même là, ça s'est pas disloqué. Oui, c'est fou ça. Hein. Comment ? C'était fou ça. C'est fou, bien sûr, c'est fou. Donc sur le fond, je sais, j'étais le seul à le souligner à l'époque. Ça me faisait marrer. J'étais en mode, ok, d'accord. C'était une bonne réforme. Okay, sur le fond, ça tient. S'il y avait eu aussi motion de censure avec une moitié du groupe SOS qui n'avait pas voté, là j'aurais pu te dire oui, peut-être que le NFP est en train de s'éclater. On est loin de ça. Les divergences, de la tactique, est-ce qu'il fallait aller parler avec Macron ou pas ? Est-ce qu'il faut lui donner l'heure ou pas ? C'est ça en fait la question. Mais pour l'instant, le NFP est encore... Quand Jean-Luc Mélenchon dit que c'est terminé l'époque où on négociait des postes dans les circonscriptions... Mais il est dans son rôle, hein.
Ouais, donc je te pose la question, est-ce que le NFP existera toujours aux prochaines élections législatives s'il y a une dissolution l'an Ça, prochain? on verra. Mélenchon, Tellement. ça, c'est comment on disait à propos de Macron, on disait l'ambiguïté stratégique. Voilà. L'ambiguïté Hein, stratégique. quand il disait est-ce qu'on va envoyer des hommes à pied ou pas Ouais, en Ukraine, bien sûr. voilà. Et on avait dit voilà, au moins ça entretient l'ambiguïté stratégique. Mélenchon, c'est ça en permanence. Il est toujours hyper vénère, comme ça les autres en face ils se chient un peu dessus, ils savent pas trop et Et il le fait bien en plus. ça installe un rapport de force et ça évite peut-être aux autres de faire des conneries. Ou pas. Mais bon, en tout cas, c'est comme ça. Voilà. Puis il n'est pas le seul à décider, enfin un peu quand même, mais je veux dire, ça restait les filles, on est d'accord, mais il y a d'autres personnes qui souhaitent cette union. Je veux dire, on le voit. Alors ça, c'est vrai. Au PS. Non, par contre, ce qui est Non, vrai, mais c'est tu vois. l'impressionnant Mais- soutien de la base de la gauche Ouais. Mais du à la peuple de candidature gauche, commune. par ailleurs. Oui, c'est ça, c'est le peuple de gauche. Exactement. Un truc qui peut-être manque à la gauche en ce moment, c'est le mouvement social. On voit pas de marée humaine dans les rues. Journée d'action aujourd'hui pour la sauvegarde des emplois industriels. Ouais, j'ai Le vu. 14 pour les travailleurs sans papier. Non, c'est en train de chauffer. Hein. C'est en train de chauffer. C'est la question que je vous pose. C'est est-ce que c'est en train de chauffer? Est-ce que ça peut, est-ce que ça peut être quelque chose de plus important au premier trimestre prochain? Parce que ce que je veux dire par là, c'est que ça compte énormément. Et si Macron est intelligent, c'est ce qu'on disait en conférence de rédaction, si Macron est intelligent, c'est le moment de nommer quelqu'un de gauche parce que là, ça peut lui péter à la gueule. Et vaut mieux que là, il y a des trucs à réparer, il y a des trucs à gérer. Il faut changer de ton avec les gens, changer de ton avec les Français. On est dans la merde, budget austéritaire, ça crève de partout dans les services publics. Il faut régler. En fait, il nous a foutu un bordel monstre. Il faut commencer à réparer, même Ouais, et doucement. puis les gens commencent à le capter en fait qu'il a grave foutu le bordel. Mais Je voulais oui. revenir sur vas-y. sur ce traitement médiatique. Je voulais parler notamment de la motion de censure. Mhm. Motion de censure, on a l'impression que finalement le gouvernement a été renversé par le RN. Mais moi j'aimerais qu'on rappelle que cette motion de censure a été déposée par le NFP. Le matin de la motion de censure, qui fait la matinale de France Inter? Jordan Bardella. Aucun des membres du NFP qui était pourtant à l'origine Mais même oui. de cette initiative. Donc moi je trouve qu'on donne beaucoup d'importance et très peu d'importance à ce groupe qui est quand même, encore une fois, c'est une coalition, certes, qui vit comme elle vit, mais qui est quand même suffisamment solide pour déposer une motion de censure et faire chuter un gouvernement, avec d'autres groupes politiques qui l'ont voté, évidemment. Un cas de figure différent, le RN dépose une motion de censure, elle ne passe pas, puisque la gauche ne vote pas les textes du RN. Donc je pense qu'il est quand même assez important de rappeler la place centrale de la gauche dans notre pays aujourd'hui. Je suis d'accord avec la dame. On est deux à être d'accord. Et c'est vraiment, j'ai l'impression qu'on vit des séquences médiatiques où les journalistes politiques, les éditorialistes et compagnie, et pas les pires, hein, mais vraiment invisibilisent ça. Et je trouve ça particulièrement inquiétant. Au même titre C'est qu'on pas a la- parfaitement je comprends ce que tu veux dire, invisibilisé, c'est- tu vois, la victoire du NFP sur les législatives. C'était pas une On est victoire. passé assez vite. Oui, bah pour moi, c'était une victoire. Je sais, on n'est pas d'accord. C'est la Je sais qu'on n'est coalition. pas d'accord là-dessus. C'est la coalition qui est arrivée en tête sur une base programmatique. Ok. Avec 200 députés, t'as pas gagné les élections. Non, t'as pas gagné les élections, c'était mais pas une victoire. tu es celle qui est la plus solide. Tu es en position de force. Ça, Tu es c'est en vrai. position de Tu es en force, position donc de de force. fait. Sauf si Macron n'a rien à branler. Et on Ouais, en ouais, ça revient. c'est sûr. Et Emmanuel Ça, c'est Macron, un il a autre les moyens sujet. de rien va rebranler. Voilà. Non mais voilà, je suis désolé. C'est la victoire à une élection, c'est pas. Enfin bref, on peut le souhaiter très fort, mais moi, je trouve la qu'il y réalité a quand même politique, une- c'est que la gauche, même, je suis d'accord. Je dirais pas que la gauche a une place centrale. Je dirais qu'elle a une position de force non négligeable et qu'elle est en mesure de faire des choses, mais que seule elle ne le peut pas. Ah mais ça c'est sûr, de toute façon Donc, elle ne pourra pas faire passer des textes, etc. Au même titre qu'elle n'aurait pas pu, toute seule, renverser le gouvernement. Législative 2022, tu considères que le bloc central, là, les macronistes, n'ont pas gagné non plus les élections, donc. Si, avec 245 députés et le soutien des Républicains, ils ont gagné les Oui mais élections. attends, non, je suis pas d'accord, je suis désolée. Ah, si. Oui mais faut un peu de... Comment dire? Il faut de la... Mais enfin, il faut respecter en fait le choix du peuple. C'est-à-dire que alors, on fait des petits calculs. Alors, on a 245 macronistes, on a 47 LR. Là, ça fait effectivement une majorité qui se tient, machin. Ces personnes n'ont pas été élues sur un programme commun. Mais c'est le principe du parlementarisme que tu vantais il y a 5 minutes. Non, j'ai jamais rien inventé. J'ai juste mais dit si, que tu nous si on vantais a- le parlementarisme et la Je négociation. n'ai absolument C'est rien après les inventé. élections qu'on négocie. Je faisais juste une analyse d'un régime parlementaire. De toute façon, parlez tant que vous voulez, c'est Macron qui décide. Dans un régime parlementaire, on négocie après les élections, hein, pas avant. C'est Macron qui dit qu'il a gagné. Oui, non, mais au moins il y a une certaine, comment dire, un certain respect et une certaine aussi logique dans le choix du peuple. Je veux dire, c'est important qu'une coalition, quelle qu'elle soit élue sur un programme, tu vois. Et moi, je trouve que c'est important aussi de respecter ça. Ouais, je comprends.
Je dis pas que c'est. Je comprends, je dis juste qu'un programme, ça se négocie après l'élection. Donc, en ce sens, moi, je pense que la gauche a remporté ces élections. Ok, non, mais je sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus. Je sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus. Macron est d'accord avec Jean. Ouais, sans doute, tant mieux pour lui. Je continue. Je suis désolé si ça fait mal de l'entendre. Non, mais en fait, je vois même pas l'enjeu, quoi. On s'en fout de savoir. Oui, je pense que c'est sémantique le débat. Oui, je pense que le débat est sémantique. débat-là. À 200 députés, t'es pas en moyen de gouverner. Tu as besoin de négocier. Que veulent les électeurs? Bah, t'as un bloc, il veut que ce soit plus de gauche et qu'on commence à bosser là-dessus. T'as un bloc, en effet, qui est pour l'ordre, la bourgeoisie, le truc raciste aussi. Et puis, t'as les macronistes. Enfin, et puis, t'as le RN, c'est-à-dire pareil, mais plus raciste encore. Il y a quelqu'un qui dit dans le chat, les négociations, ça va dans les deux sens. Je suis bien d'accord. Négociation, ça va dans les deux sens. Et je trouve que les macronistes sont beaucoup moins à l'aise à la négociation que la gauche, qui, elle, pour le coup, a un peu une culture quand même de la négo, du programme commun, de l'engueulade et de la foire d'empoigne. Chacun est dans son rôle, comme vous disiez. Les macronistes, eux, t'as l'impression de leur arracher la gueule en leur demandant de revenir. Ils n'ont pas la culture du tout. C'est ce qu'on disait pour le Front républicain. Le fait de devoir se retirer, les macronistes, ils en ont vraiment. C'est la première fois de leur vie, ouais. Où ils se disaient ah bon, je dois voter pour un mec de gauche. Oui, alors on va juste terminer là-dessus quand même, parce que coalition, machin, groupe qui travaille ensemble, on essaie de trouver un truc qui fonctionne. Je veux quand même rappeler que LR n'a pas participé au Front républicain. Ouais. C'est important. C'est vrai. Et que du coup, moi, je trouve que c'est quand même un peu. Ça me fait profondément chier qu'on doive composer avec ça. Voilà. Eh ben écoute, on verra. Non, mais je suis d'accord avec toi. On verra demain matin. Et on verra dans la composition du prochain gouvernement s'il faudra composer ou pas avec les Républicains. Mais moi, de ce que j'ai compris, les Républicains, c'est Bruno Retailleau d'abord, et Bruno Retailleau, c'est une loi immigration. Et ça, la gauche, c'est dead, elle soutiendra pas. On verra. On verra à suivre dans la. Je sais pas ce qui va se passer là. Elle est trop bien cette émission Backseat ce soir parce que on aborde des sujets qui sont profonds à un moment. On n'est pas d'accord. Et on n'est pas d'accord. C'est ça qui est cool parce qu'on est à un moment tendu de l'histoire. Demain matin, annonce du prochain Premier ministre.